Margot. Alors, je vais attendre quelques secondes quand même que on se retrouve sur les réseaux. C'est Margot et Sophie ce soir pour vous parler quelle éducation pour nos enfants aujourd'hui. C'est le titre qu'on a posé après quelques réflexions. C'est bon, On est nickel. On est bon, ok. Donc voilà, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes pour parler avec nous de l'éducation de nos enfants, pour parler de cohérence. J'ai invité Sophie ce soir. Ah non, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Margot, Margot Delpech. Je suis doula et j'accompagne les parents dans les nouveaux parents, futurs parents, déjà parents dans leur projet de maternité, paternité avec les bébés. Et à côté de ça, je pratique la communication quantique et la systémie quantique en séance, avec d'autres outils évidemment, mais voilà, pour accompagner les gens à cheminer, à aller vers un alignement intérieur un peu plus poussé, en tout cas pour devenir qui on a envie d'être chaque jour. Voilà. Donc, ce soir, j'ai invité Sophie dans ce live, qui est le 3e live du coup de cette série. Et Sophie, bonsoir. Salut Margot. Mon chiffre 3, c'est mon chiffre préféré. Ben voilà, parfait, on est bon. Voilà, donc Sophie, si tu veux te présenter. Ok. Donc Sophie Bacon. Oui, ça se prononce Bacon. Bon, enfin, si c'est prononcé Bacon, j'en veux à personne. Je suis accompagnante en intégration motrice primordiale, notamment. Donc, toi, Margot, je te connais au travers de la communication quantique, notamment. Hein, et puis, on a eu l'occasion aussi de partager des moments avec ta fille. On pourra en rediscuter si tu as envie. Donc, l'intégration motrice primordiale, c'est l'accompagnement autour de l'intégration des réflexes archaïques. Ces petites bêtes qu'on a dans notre cerveau depuis la conception jusqu'à la mort et qui nous permettent de développer au maximum nos capacités psycheurs, moteurs. Donc, c'est mon principal accompagnement. J'en suis venue là au travers d'une méthode que j'ai créée sur la remédiation en lecture et en orthographe. Donc, remédiation, ça veut dire trouver des solutions pour les enfants qui ont des difficultés en lecture et en orthographe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de choses dans le corps qui nous posaient problème. Et j'en suis venue au réflexe. Et au travers de cette pratique, je remets beaucoup de liens entre les parents et les enfants. Parce que le travail se fait en séance, mais il y a aussi un gros travail de la part des parents et des enfants entre chaque séance. Et bien évidemment, on ne peut pas toucher à un élément du système familial sans évaluer le système global. Et forcément, quand on parle de système global familial, on parle d'éducation. Et donc, je me suis posé plein de questions. Je suis maman moi-même, mais ma fille, elle est quand même super grande maintenant. Mais voilà, il y a aussi une nouvelle génération d'enfants, une nouvelle génération de parents. Et je me suis beaucoup interrogée sur comment on pouvait accompagner au mieux les parents aussi dans la compréhension de quelle est l'attitude à avoir en fait vis-à-vis de nos enfants pour les mener vers déjà des adolescents bien constitués et heureux. Et puis ensuite, des adultes aussi relativement bien dans leur basket, même si tout ne vient pas du poids des parents quand même. Hein. on verra ça, mais il y a quand même des bases, et on le sait tous, en ayant eu nous-mêmes une éducation et nos parents. Voilà. Donc, j'ai un peu avancé sur le sujet, Margot, tu m'en veux pas? Ben non, c'est très bien. Voilà. C'est très bien. Toi, en plus, t'es vraiment au quotidien avec des familles, hein, enfin, t'es en tête à tête avec ces gens. Donc, c'est aussi ça, moi, qui me plaît vachement dans ton approche, en tout cas, quand je t'ai rencontré, de ce que j'ai vu, de ce que tu partageais sur les réseaux, etc. C'était ce côté, je suis dans la pratique tous les jours et je vois, en fait, ce qui se passe. Je vois les problèmes qui sont dans les familles aujourd'hui. Et tu as quand même un regard assez vaste puisque tu vois un certain nombre de personnes, quoi. Donc, oui, en quantité. Années, voilà. Voilà, et en âge. C'est-à-dire que je vois quasiment de la naissance jusqu'à très, très tard.
Mhm. Donc effectivement, un panel qui est très large et comme tu dis, qui est mon quotidien, ouais. Et du coup, aujourd'hui, là, moi, aujourd'hui, ce que j'avais envie de parler, c'était un petit peu cette difficulté qu'on voit aujourd'hui de l'enfant qui a un petit peu tous les droits ou qui n'a pas de limite, qui est mal poli, qui fait tout ce qu'il veut sans en gênant les autres finalement, aussi à d'autres moments. Et toi, je pense que c'est quelque chose que tu vois beaucoup dans tes séances. Oui, alors effectivement, il y a, en fait, je pense qu'il faut faire un petit peu d'historique sur l'éducation. Déjà, le mot éducation, maintenant, il appartient à l'éducation nationale. On parle plus tellement d'éducation quand on parle d'éducation parentale. Et finalement, le mot qui est utilisé aujourd'hui, c'est pédagogie. La pédagogie, et on a parlé de la pédagogie positive. Et on est passé d'un régime, alors toi tu es un petit peu plus jeune que moi, mais on est passé quand même d'un régime familial, d'autorité très verticale, avec l'autorité de papa, l'autorité de maman, et ça file droit, et voilà. Et puis quand ça file pas droit, ben, bon, ça se passe pas toujours très bien. Et en même temps, moi je discute avec des gens de ma génération, c'est pas forcément non plus une autorité qui passait par des torgnoles. Hein. On n'était pas tous battus par nos parents. Hein. Ça existait certes, mais c'était pas que ça. Ce qui se passe, c'est que du coup, il y a eu comme une espèce de révolution où on a dit, bah non, il faut, un petit peu comme l'éducation, pour le coup, scolaire, des apprentissages. Hein, j'en parlais tout à l'heure, un petit peu l'éducation Montessori, où l'enfant est donc responsable de ses apprentissages. Hein, finalement, il choisit ce vers quoi il va apprendre, même si on le dirige. Et on a voulu appliquer ça à la maison, à l'autorité. Et c'est vrai que l'autorité est un mot qui a une définition qui, par essence, en fait, part de soumission. C'est pour ça que moi, je parle d'autorité verticale. C'est-à-dire vraiment, c'est moi, je sais, toi, tu te tais. Et en fait, l'autorité, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment pas ça. Mais la pédagogie positive, alors il y en a beaucoup qui citent Dolto, mais ils n'ont pas tout lu de Dolto, hein, parce que Dolto, elle n'est pas allée dans une direction où c'est permissif, hein, pas du tout. Hein. C'est pas non plus ça, Dolto. La seule chose, c'est qu'effectivement, elle souhaitait qu'on passe à une autre autorité qui soit moins verticale, moins soumise, où effectivement l'enfant soit reconnu en tant qu'enfant. Il faut savoir déjà que le concept d'enfant, c'est très récent. Le concept d'enfant date des années d'après de Seconde Guerre mondiale. En fait, il n'y avait pas d'enfant. C'est-à-dire que le concept enfant n'existait pas. Donc, longtemps, en fait, les enfants étaient des petits adultes. Et ils étaient considérés comme des petits adultes. Donc, ils étaient traités comme des petits adultes. C'est comme ça que s'est construit, en fait, l'autorité, et à peu près jusqu'à, je dirais, ma génération. Et on est tombé, en fait, dans l'autre extrême. Alors, je ne sais pas, toi, tu pourras nous partager éventuellement l'éducation de tes parents, tu vois, comment toi, tu l'as vécu. Mais l'autre extrême, effectivement, laisse beaucoup de pouvoir à l'enfant, mais tellement de pouvoir que ça lui crée l'insécurité. Et en fait, un enfant qu'on appelle mal élevé, c'est souvent un enfant qui est en insécurité. Et il a besoin de sentir qu'en fait, en face, il a quelqu'un qui va lui donner cette sécurité. Et s'il ne la trouve pas, il va la chercher. Et c'est là où il devient mal élevé, parce qu'il va aller la chercher. Et ce que tu dis par rapport au cabinet, moi, je reçois des familles et j'ai des enfants qui viennent chercher l'autorité chez moi. Ils viennent me tester. Ah, ils sont servis. Hein. Parce que, Écoute, à les clés. ouais, c'est ça. Et donc, moi, voilà, après, ça ne veut pas dire que je suis psychorigide, hein, mais il y a certaines choses. Donc, j'établis en fait mes règles, j'explique, je dis voilà, c'est comme ça, etc., etc. Il y a des enfants pour qui bah, c'est OK, c'est bon, c'est compris. Puis du coup, c'est facile parce qu'ils savent exactement dans quelle mesure. Puis il y en a qui vont chercher tout le temps les limites. Et en fait, je me rends compte que bah, c'est ce qui se passe à la maison. Et quand ils n'ont pas de limites à la maison, bah, ils viennent chercher les limites chez moi. Et parfois, c'est pas simple, hein, parce que moi, je veux pas être jugeante vis-à-vis des parents et leur dire ce que vous faites, c'est pas bien. Je comprends bien qu'il y a plein de parents qui pensent vraiment bien faire en faisant comme ça. On va parler de ce que ça veut dire le comme ça. Tu vois, on va rentrer un peu dans le détail. Mais en fait, ça crée beaucoup d'insécurité. Et c'est vraiment ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est que finalement, ne pas donner de limites à nos enfants, eh bien, c'est leur créer l'insécurité.
Et dans ce que tu dis, moi, du coup, je rebondis sur mes parents, sur ma propre éducation. J'ai eu tout un moment de remise en question et où je leur en ai beaucoup voulu pour pas mal de choses sur comment je me suis construite. Mais en fait, après quelques années, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que mes parents avaient finalement plutôt très bien fait leur travail, en tout cas en ce qui concerne l'autorité. Peut-être que sur la gestion des émotions, dire les émotions et tout, c'était pas très réussi. Mais par contre, pour ce qui est de poser une autorité assez juste, globalement, je trouve qu'en fait, ils ont fait du très bon travail parce que j'ai toujours été une jeune fille quand même plutôt respectueuse, qui connaissait les limites, qui était agréable à vivre, etc. Et ça, aujourd'hui, mais je le vois avec du recul. Avant, je confondais tout. Je confondais les émotions et l'autorité, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai nœud autour de ça. Ouais. Et je pense que ça vient vraiment de ce que je te dis, c'est-à-dire que la définition de l'autorité, en fait, il y a pas de mots, hein. Tu as autorité, pédagogie, éducation, tu tombes vite dans la sévérité, tu vois? Il y a pas vraiment de mots qui signifient, en fait, que simplement on doit transmettre des valeurs. Et c'est transmettre des valeurs effectivement, comme tu disais, l'enfant qui, entre guillemets, je vais mettre des gros guillemets à ça, se comporte mal, mais c'est juste, en fait, qu'il n'a pas de valeur sociale. Et on ne lui a pas expliqué comment on se comportait socialement. Il y a des parents qui vont dire: «Ouais, c'est pas grave, il va grandir, ça passera». Peut-être ou pas, mais en tout cas, voilà, des mamans qui se retrouvent démunies parce que le gamin, fait une crise au supermarché, elle est démunie, elle est mal vue des autres et en fait, c'est simplement qu'elle n'a pas eu les clés pour savoir comment ne pas se mettre dans cette situation-là. Super Nanny, c'est une émission, moi à un moment donné, j'avais envie de faire ça. Franchement, ça me ferait kiffer, quoi. Bon, c'est un peu, enfin, je veux dire, on est dans l'extrême, mais honnêtement, elle a été vachement critiquée, cette nana, sur ses façons de faire, mais en réalité, elle ramenait de l'ordre, elle ramenait des limites, et pas seulement aux enfants. En fait, quand vous regardez vraiment l'émission, et si vous avez jamais regardé, regardez-en une, elle remet de l'ordre aussi chez les parents. Elle remet la place du papa en disant: mais non, mais là, faut faire, là, c'est pas que à maman de faire. Et puis, bah, si vous regardez la télé, forcément, qui va vouloir regarder la télé. Elle est super cohérente dans sa démarche, cette nana. Et c'est tout à fait ça. Et en fait, il n'y a rien de. Elle n'est pas méchante, elle n'est pas. Alors, de temps en temps, il y a des enfants qui sont très, très durs. Alors, c'est vrai qu'elle, sur certaines émissions, elle a été critiquée parce qu'elle avait des gestes un peu où elle prenait l'enfant, elle l'emmenait, etc. Mais on ne se rend pas compte aussi de l'intensité qu'on peut avoir en face, hein, avec certains enfants, hein. Et en même temps, ils en sont à un tel point que comment est-ce qu'on rattrape ça par de la douceur alors que l'enfant, il est en méga violence? Il y a des moments, c'est très difficile de trouver la jauge. Mais c'est vrai que je me suis égarée, excuse-moi. On est vraiment dans cette confusion des termes. Et pour moi, et on avait parlé, hein, moi j'appelle ça la pédagogie cohérente. Cohérente dans le sens où il faut que moi, en tant qu'adulte, je sache que moi, je suis le repère pour mon enfant. Et je suis le repère pour mon enfant pour toute sa vie. Moi, ma grande, elle a 18 ans et je suis encore le repère pour ma fille. Et je le sais. Et il y a des moments, ça me pèse, hein, c'est lourd à 18 ans. Non, non, c'est vrai. Parce que ça me demande à moi une certaine exigence, une certaine façon de faire. Parce que sinon, eh bien, effectivement, voilà, les enfants modélisent. Ils n'imitent pas, ils modélisent ce que font les parents. Et donc, cette cohérence, c'est de dire, OK, moi, je sais ce que je veux, en tout cas, transmettre à mon enfant comme valeur. Je dis pas, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Moi, elle a bien choisi la carrière qu'elle voulait faire. Il n'y avait aucun souci par rapport à ça. Mais en tout cas, lui transmettre des valeurs. Et ces valeurs-là, les bases de l'éducation, c'est jusqu'à 7 ans. Et pourquoi? Parce qu'à 7 ans, on développe son cortex préfrontal. Et là, il y a un vrai raisonnement qui est positif. L'enfant va remettre en question ce qui lui a été transmis. Mais on lui a transmis d'abord par l'émotion. Tu parlais les mélanges, etc., par l'émotionnel. C'est vrai que c'est important d'écouter les émotions de son enfant. Mais tu vois, je réfléchis, je passe un peu du coq à l'âne, mais tout à l'heure, un papa qui m'amenait un tout petit de presque 9 mois.
pour des histoires de réflexes, etc. Et en fait, on m'a parlé endormissement et sommeil. Donc voilà, j'ai pensé à Elodie que tu as eu en interview, que je connais. Et en fait, il me dit oui, la maman ne veut pas le laisser pleurer. Et je lui explique, comme explique très bien Elodie, mais il y a des pleurs qui sont des pleurs de sommeil et qui sont nécessaires. Et en fait, si vous venez intervenir et vous empêchez votre enfant de vivre son émotion, et là pour le coup, tu es d'accord avec moi qu'on est dans l'émotion pure, hein, eh bien, il va penser qu'il ne peut pas être en sécurité tout seul. Il a forcément besoin de vous. Et là, on est en train de parler d'un bébé de 9 mois. Ah oui. Et oui. Et Ben, donc, là-dessus, j'ai une anecdote de ce qu'on a vécu, nous, avec Maëlou. En fait, en voiture, on a eu tout un. Au début, on la prenait, en fait, je la gardais avec moi en voiture. Sur les trajets, on se déplaçait pas beaucoup, mais quand on prenait la voiture, je la gardais contre moi. Ça, c'est pas forcément à faire, mais voilà. Et en fait, au bout d'un moment, on a voulu la mettre dans son berceau, dans son. Comment on dit ça? Dans le siège auto, quoi. Le siège auto. Et en fait, à chaque fois, elle se mettait à pleurer. Et au début, Lucien refusait catégoriquement. Si elle pleurait, il refusait catégoriquement de la laisser dedans. Donc, il fallait que je la prenne. Mais moi, au bout d'un moment, je ne supportais plus. En fait, je pensais que pour sa sécurité, c'était quand même bien de la mettre dans ce siège auto et que de toute façon, on ne pouvait pas continuer comme ça. Mais elle crisait à chaque fois. Et c'était de pire en pire. Et en fait, à partir du moment où on a abordé la question du sommeil, et c'est venu parler de toute cette question d'autorité, et à partir de là, le siège auto n'a plus été du tout un problème, à partir du moment où on a posé le cadre et les limites très bien. Mais ça peut vraiment nous emmener dans des extrêmes. Complètement. Alors, si on continue avec les tout petits, moi, je reçois des tout petits en cabinet et des parents qui me disent « Ah, mais il n'aime pas être sur le dos. Il n'aime pas être sur le ventre. Il cherche à se mettre debout. Hein, » on peut en discuter si tu veux, Margot. Et je dis « Mais non, mais en fait, l'enfant, s'il y va pas, c'est parce qu'il a un inconfort. » Mais là, il n'est pas en train de raisonner. Il est dans son émotion. C'est inconfortable pour lui d'être sur le dos, sur le ventre. On peut regarder pourquoi. Il peut y avoir plein de raisons. Mais en l'occurrence, ce n'est pas en ne le mettant pas qu'on va l'aider. C'est l'inverse. Ah oui, mais il pleure. C'est pas grave, vous le mettez 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, puis 1 minute, puis 5 minutes, etc., etc. Parce que l'enfant, en fait, il passe par 1000 moments dans sa journée où il répète les mêmes gestes pour acquérir ses réflexes. Si moi, en tant qu'adulte, j'interviens, tout petit, que je suis toujours dans le fait d'intervenir sur mon enfant. Il pleure, je le prends. Il veut s'asseoir, je l'aide. Il veut se lever, je l'aide. En fait, je lui donne l'information qu'il n'est pas capable de faire tout seul. Et je vous jure que ça a un impact plus tard. Parce que ce sont des enfants qui n'auront jamais exploré tout seuls des choses qui sont essentielles pour leur développement. Et je dis psycheur moteur parce que c'est psychologique, c'est émotionnel et physique, vraiment. Donc, en tant qu'adulte, il faut aussi des fois ne pas intervenir et laisser faire. Et la frustration que peut avoir un bébé de ne pas arriver à faire quelque chose est essentielle pour qu'il puisse y arriver. Et c'est là où on voit qu'en fait, l'éducation, ce qu'on veut transmettre à nos enfants, ça commence depuis le jour de la naissance. Vraiment. Évidemment que les 3 premiers mois, c'est que du besoin, c'est que du… voilà, voilà, les 3 premiers mois, mais l'enfant ne raisonne pas. Jusqu'à 7 ans, il ne raisonne pas. Raisonner, ça veut dire avoir un raisonnement. Hein. Attention, je n'ai pas dit qu'il était stupide. Hein. C'est simplement avoir un raisonnement. Il est dans son émotion. Donc, c'est là où tu disais émotion, autorité, etc., où effectivement, il faut être à l'écoute de l'émotion, mais il faut aussi comprendre que les émotions dites négatives, il n'y en a pas, mais bon, la frustration, la peur, etc., sont normales et qu'il faut les visiter pour pouvoir les maîtriser. Et oui, elles sont… Et du coup, qu'est-ce que tu t'inviterais les gens à ces valeurs? Tu sais, tu disais, il faut avoir des valeurs qu'on a envie de transmettre à son enfant. À quel moment, comment on peut, enfin, je sais pas trop. Alors, l'interaction sociale, elle se fait tout petit. C'est-à-dire que le fait d'avoir un tout petit,
de l'emmener avec d'autres bébés, que ce soit à la crèche ou que ce soit même dans des environnements avec d'autres bébés. C'est très important. Il doit aussi être en contact avec d'autres enfants, hein, pour commencer en fait à gérer l'interaction sociale. C'est pas en le gardant, en l'isolant, qu'on va l'aider en fait à se construire, parce que nous sommes des êtres sociaux, nous ne sommes pas nous sommes pas faits pour vivre de façon individuelle en fait, hein. Donc déjà ça c'est important pour qu'ils puissent avoir des contacts et en plus en tant que parents ça nous permet aussi d'observer ce que font les autres parents, comment sont les autres enfants. C'est pas une comparaison avec le nôtre, mais c'est juste aussi de voir comment ça peut se passer. Et puis des fois se dire ah bah finalement moi je pensais que c'était difficile, mais c'est plus difficile pour cette maman là aussi. Ça peut rassurer, hein, en tant que parent. Donc après les valeurs, si tu veux, moi quand je parle de valeurs, je parle des valeurs éducatives, donc de respect de soi, de respect de l'autre, de respect de l'espace de l'autre, d'éducation, c'est-à-dire du merci, s'il te plaît, bonjour, enfin la base, quoi, le truc qui devrait être normal, de comprendre aussi ce que c'est que la frustration, mais il y a des moments pour tout. C'est-à-dire qu'emmener un enfant de 3 ans dans un magasin de jouets, et bah, forcément, il va vouloir tout ce qu'il voit, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, voilà, c'est même pas que forcément il en ait envie, c'est juste que c'est la nouveauté. C'est les couleurs, c'est tout ce qu'il voit, c'est la simulation, c'est ça. Donc, emmener un enfant de 3 ans dans un magasin de jouets, mais c'est pas adapté. L'enfant, il n'est pas en capacité de gérer son émotion de frustration. Et vous allez faire quoi? Arrête de pleurer, tais-toi, tu cries, machin. Mais non, mais ça sert à rien. Là, pour le coup, tu vois, on est dans l'autre extrême. Mais ensuite, faire comprendre à un enfant qu'on est quelque part et qu'il veut quelque chose. Moi, je le vois, hein, j'ai des enfants, ils viennent au cabinet. Ah, il est trop joli ton crayon, je l'aimerais bien. Bah ouais, bah, je comprends que tu aimerais bien mon crayon. Mais c'est mon crayon. Et il part pas avec le crayon. Si à chaque fois que j'ai un enfant, enfin ouais, en plus, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les enfants, ils ont quand même vachement plus de jouets que moi j'en avais, mais simplement parce que c'est beaucoup plus accessible, hein, tout ça, bah, voilà, j'ai pas du tout été une enfant malheureuse sur ce plan-là, en tout cas. mais ils vont avoir le crayon et 5 minutes après, c'est bon en fait. C'est juste le fait de l'avoir. Une fois qu'ils l'ont, ils s'en désintéressent 5 minutes plus tard. Donc ça aussi, tu vois, les valeurs d'attendre quelque chose, de ne pas avoir tout le temps. On va quelque part, forcément, on achète quelque chose à l'enfant. Non, pourquoi? À chaque fois que vous allez quelque part, vous achetez quelque chose? Ben non, pas forcément. Alors, en plus, en grandissant, le prix du jouet augmente. Ça, parfois, on est un peu pris par surprise sur le coup. Enfin, moi, je sais personnellement, les questions de valeur éducative, je les ai réfléchies déjà il y a longtemps. Enfin, bien avant d'avoir ma fille. Mais quand même, il y a des moments où ça m'arrive un truc où j'avais pas vraiment prévu de quelle est ma posture face à tel ou tel événement. Et j'imagine même qu'il y a des parents qui n'ont rien du tout prévu de base, parce que peut-être que l'enfant n'était même pas prévu de base. Et ils se retrouvent face à plein de moments où en fait peut-être qu'ils n'ont pas encore embrassé, décidé quelle posture je veux avoir. Alors, en fait, et là on revient à la question que tu as posée en off tout à l'heure, que tu m'as posée en off, c'est comment je dis non. Oui. Comment je dis non et que je vibre mon non. Hein, tu faisais référence à ma vidéo sur la pédagogie de cohérence que j'ai faite, où je dis, voilà, quand on dit non, il faut savoir dire non. Mais il faut savoir dire non dans le sens où si je dis non, je vais tenir. Et je vais tenir jusqu'au bout. Même si à un moment donné, je me dis, oh merde, j'aurais pas dû dire non. Parce que c'est vachement facile de dire oui. C'est tellement facile. Quand je dis oui, bah, ça y est, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus de lutte. Et en fait, entre guillemets, cette lutte, elle est nécessaire. Et si je ne la maintiens pas en tant que parent régulièrement, mon enfant va me manger tout cru. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il va tout vouloir tout le temps, me prendre du temps en permanence. Et on devrait élever les enfants dans un village. C'est difficile d'élever nos enfants aujourd'hui avec des couples qui travaillent, etc., où finalement les enfants ils vont à un endroit, à un autre, etc. C'est pas évident. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. On élève nos enfants, on essaye de faire au mieux. Et quand on dit non, ça doit être non. Donc quand on dit non, il faut être sûr de son non. C'est-à-dire que, exemple, vous avez décidé que, je ne sais pas, je me souviens d'une fois avec ma fille, je ne sais plus pourquoi je lui ai dit non, sur un truc qui n'était pas très important.
Voilà. Mais sur le coup, j'ai dit non. Et j'ai dit, eh ben, une fois que c'était fait, bah, ma chérie, tu tiens le coup. Ça a été un truc. Ça a duré toute la soirée. Hein. Mais j'ai tenu. J'ai tenu bon. Et j'avoue que j'ai fini, j'étais rincée. Hein. Elle m'a poussée. Je ne sais plus ce que c'était, parce qu'elle n'était pas, c'était pas une enfant capricieuse. En fait, voilà, ça c'est toujours. Je pense aussi que moi, je savais, j'étais quand même une maman relativement cadrante. Donc, dans le bon sens du terme. Hein, mais voilà, j'ai vraiment essayé de mettre les limites au bon moment. Et on va parler aussi de comment on adapte les limites à l'âge. Mais c'est vrai que cette fois-là, je m'étais dit, oh là 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 là, j'aurais dû dire oui. Ça aurait été plus simple. Et ben non. Donc j'ai dit non et j'ai tenu. Donc le non, c'est un vrai non. Parce que non, mais fais pas ça. Non, mais ça, c'est pas un non. Hein. Ça, c'est pas un non. Ça veut rien dire. Fais pas ça. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Hein. L'autre jour, j'avais en séance une petite fille avec son papa, et le papa qui était un peu comme ça, et de loin qui lui disait non, mais je t'ai dit, arrête. Comme ça. Hein. Je me suis dit, mais ça sert à rien, ça. Arrête quoi, en fait? C'est quoi, en fait, vraiment? Qu'est-ce que je demande à l'enfant? Quand je demande à l'enfant, je dois être claire. Voilà. Moi, quand il y a un enfant qui se balance sur une chaise en face de moi, dans mon cabinet, je le regarde, je lui fais, tu sais quoi? Moi, j'ai super peur quand je vois une chaise qui se balance. J'ai vachement peur que ta chaise tombe. Pourquoi? Parce que finalement, l'enfant, il se balance. Et entre vous et moi, ça ne me dérange pas qu'il se balance. Mais honnêtement, je flippe qu'il tombe. Mais plutôt que de lui dire, arrête de te balancer, je lui explique que là, pour le coup, c'est ma peur à moi. Et bien, vous savez quoi, en général, il ne se balance plus. Alors que si je lui avais dit arrête de te balancer, il aurait continué. Parce que de toute façon, non, arrête de te balancer, il a balancé. Donc ça continue. Donc c'est vraiment aussi d'être clair. Et c'est ça qui est difficile. Quand on va, en tant que parent, quand on va dire quelque chose à notre enfant, il faut qu'on soit clair dans nos mots. Qu'est-ce que j'attends de mon enfant? Qu'est-ce que j'attends de lui? Quand je lui dis fais pas ça, qu'est-ce que je veux en fait qu'il fasse? Parce que fais pas ça, ça marche pas. Qu'est-ce que j'attends de lui? Et puis, il y a aussi vraiment cette… Alors, c'est pas simple, hein, c'est des concepts comme ça, mais d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous regardent, mais s'il y en a, il ne faut pas hésiter à dire ah, on ne comprend rien. Pas poser vos questions. Ouais, c'est ça. Mais dans l'idée, c'est vraiment d'être clair dans notre injonction. Quand je dis fais pas ça, si par exemple, je sais pas, l'enfant commence voilà, à faire quelque chose que je ne veux pas qu'il fasse. Alors, chez les petits, la meilleure façon, c'est de détourner l'attention. Plutôt que de vouloir absolument, parce que le petit, il va rentrer dans sa frustration. C'est bien, mais enfin, il y a des moments, c'est pas le moment, quoi. Vous êtes d'accord, vous n'allez pas gérer la frustration non plus toutes les 5 minutes, parce qu'à un moment donné, ça devient chiant et pour l'enfant et pour vous. Vous avez l'impression d'avoir passé votre journée à lui dire non. Il y aura des jours comme ça. Hein. Ouais. Les enfants, ils sont comme ça, tu sais. Hein. Ouais, c'est un peu le moment. Voilà, c'est ça. Et c'est super important quand tu es dans cette période de ne pas lâcher. Si vous ne lâchez pas, parce que les enfants, ils sont cycliques. Hein, c'est pas seulement de la progression en maturité, mais il y a des cycles. C'est-à-dire qu'il y a une période où tout va bien. Hein, c'est comme, tu vois, comme Élodie disait, le sommeil, d'un coup, tout va bien, puis d'un coup, poum, oh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est ça, ce sont des cycles. Et en éducation, c'est pareil. Donc, l'enfant, il va tester. Les limites, moi, j'aime bien dire aux parents, les limites, c'est comme les barrières d'un pont. Quand vous faites un enfant, il y a papa, il y a maman, et l'enfant, il marche sur le pont. Et s'il n'y a pas de barrière, ça fait flipper. Hein. Donc, on met des barrières. Et puis, plus l'enfant grandit, plus les barrières peuvent s'écarter et laisser plus de place pour que, voilà. On ne va pas demander la même chose à un enfant de 3 ans qu'à un enfant de 7 ans. On ne va pas lui autoriser non plus la même chose. Et dans les fratries, ça, c'est super important. Je ne peux pas demander, quand le petit frère me dit « Oui, mais mon petit frère, il ne fait pas ça. » Oui, mais ton petit frère, il a 3 ans et toi, tu en as 7. Donc, ça n'a rien à voir. Quand tu avais 3 ans, je ne te demandais pas de faire ce que tu fais aujourd'hui. Et ça, c'est très clair aussi. C'est important pour les parents d'être clairs là-dedans. Parce que sinon, le petit, déjà, il va grandir encore plus vite. Il n'y a pas besoin. Arrêtez de vouloir faire grandir les enfants trop vite. Ça suffit. Ce n'est pas nécessaire, franchement. Et ça pourrait faire partie d'un autre sujet, l'adultisation des enfants. Mais en tout cas, c'est vraiment important que le parent sache, en fait, qu'est-ce qui est autorisé
pour un enfant de 3 ans, pour un enfant de 4 ans. Et quand un enfant vient bousculer les limites, on peut aussi se dire, ah bah oui, c'est vrai, tu as raison. Bah, tu sais quoi, tu as grandi. Bah, je suis d'accord avec toi. Là, tu as le droit à un peu plus. Que ce soit, je ne sais pas, bon, je ne vais pas parler d'écran parce que ce n'est pas ma tasse de thé, mais peut-être de se coucher un tout petit peu plus tard, de faire une activité que d'habitude on ne faisait pas, de rester un petit peu plus longtemps au parc ou des choses comme ça. Parce qu'il faut aussi, en tant que parent, s'adapter à notre enfant. On ne peut pas élever notre enfant de 7 ans comme quand il en avait 3 et l'inverse. Ouais, ça va, je suis claire? Ouais, Ouais, très clair. je pense que je pars un peu, comme d'habitude, dans tous les sens, mais Non, non, quoi, tu vas me ramener. je crois que c'est clair, carrément. Donc en fait, c'est ça. La cohérence, c'est savoir dire non. Et quand je dis non, je le vibre à l'intérieur. Vraiment. C'est-à-dire que je suis convaincue de mon non. Je sais que je ne veux pas que ça se passe ou que ça se passe comme ça. Mais dans ce que tu dis, c'est vrai que enfin, c'est vrai que je me rends compte que ça demande un petit peu plus d'investissement intérieur que juste effectivement oh non, non, oh elle fait encore ça, non, fais pas ça, n'y va pas. Mais là, ça veut peut-être dire intervenir aussi physiquement, lui enlever le truc, etc. Enfin, se démener, enfin C'est se ça. démener. Et oui, mais Concrètement, avoir des enfants, c'est du sport, hein. C'est voilà. pas les enfants, c'est pas des champignons, hein. C'est pas juste en les arrosant que ça pousse, hein. Il faut vraiment être là. Et c'est ce qu'on disait, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que moi, je comprends que les parents qui ont bossé 8 heures dans la journée, qui reviennent du taf et qui sont fatigués, ah, c'est facile de dire oui. Mais je comprends que ce soit facile. Encore une fois, quand je le dis, c'est pas jugeant, hein, c'est pas, je le dis en mode, ah bah, ouais, c'est facile pour eux. Non, 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 j'entends que c'est compliqué, en tant que parent d'imposer des choses et de les tenir et cetera. Mais c'est super important. Et c'est important pour votre enfant. En fait, le truc, c'est que les parents pensent bien faire en se disant, «Non, mais ça va passer», ou «Mais non, mais je le laisse faire», «Non, mais il se débrouille», «Non, non, mais de toute façon», voilà. Oui, d'accord, mais à un moment donné, en fait, ça finit par se payer et ça finit par se payer dans le sens où l'enfant et ben, justement, il n'a pas, tu vois, les valeurs dont on parlait et on voit beaucoup, tu vois, tu citais l'exemple de l'enfant mal élevé et cetera. Moi, je vois beaucoup d'enfants qui manquent de respect et le respect, c'est basique, hein. C'est, effectivement, pas couper la parole, dire bonjour, voilà, être aimable, en fait. On a tous envie, qu'on nous dise bonjour quand que ce soit la caissière, à la voisine, enfin, je sais pas, quand on se croise, on a envie, que la personne qu'on croise nous dise bonjour et pourquoi ce serait forcément un truc d'adulte? Je dis pas faire la bise, hein. Alors là, par contre, imposer aux enfants de faire la bise, non. Mais dire bonjour, si. Ben, se reconnaître, quoi. Je rentre quelque part, je reconnais que les personnes sont là simplement. Exactement, c'est ça et je suis pas là, à, virevolter dans tous les sens. Alors, c'est aussi à nous en tant que parents enfin moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai jamais fait avec ma fille. Déjà d'une, j'ai jamais fait les courses avec ma fille. Je me refusais à faire les courses avec ma fille. Je trouve ça, je vais être très honnête, hyper, frustrant pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, faire les courses, c'est, une quantité de stimuli et évidemment de tentations de partout. C'est fait pour, hein, d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Et en fait, les gamins passent pas un bon moment, mais les parents non plus. Mais pourquoi se faire cette torture? C'est horrible. Donc si on peut éviter, autant ne pas emmener les enfants faire les magasins. Ça c'est à moins qu'il y ait un objectif particulier, et cetera. Moi, j'ai pas fait les magasins avec ma fille avant je sais pas quel âge, mais super tard. Il y a pas d'intérêt. Ça demande des grosses adaptations, quoi, dans son mode de vie quand on accueille un enfant dans sa vie, ben oui, de changer. Enfin, moi, je vois, nous, elle se couche à 18h tous les soirs, 18h30. Ouais. Ben, on s'adapte à ça parce qu'on a envie qu'elle dorme le plus possible et que c'est ça aujourd'hui qui fonctionne. Et du coup, bah, l'idée de ah oui, mais on aimerait bien qu'elle vienne avec nous boire un coup chez les copains ou des choses comme ça, ben non, on adapte notre manière de faire à son rythme, à ce qui fonctionne pour elle aujourd'hui. C'est notre rôle de parent. C'est ça le rôle de parent, en fait. C'est pas tellement comment j'éduque mon enfant, c'est comment j'embrasse mon rôle de parent. Et mon rôle de parent, c'est pas juste de fabriquer un bébé, ça on sait tous faire. Une fois qu'il est fait, on sait aussi en accoucher. Et après, bah, c'est tout le boulot qui reste derrière. Et c'est ça le plus dur. C'est vraiment ça le plus dur. Et c'est comment j'embrasse mon rôle de parent, en fait. Et, et là, tu vois, on parle en général et on cite, enfin, on met papa, maman dans le même lot. Mais quand en plus, il y a des différences,
d'origine éducative ou de façon de faire ou de conception ou de machin, c'est d'autant plus difficile. Alors, avant de passer sur ce sujet, je vais te raconter une anecdote parce que tu me fais sourire, ça me fait penser à un truc par rapport à ça. Tu vas voir, tu n'as pas fini. On était au Club Med avec ma fille. Le Club Med, c'est une soirée tous les soirs. D'accord? Tu dînes et après, il y a un spectacle. Et en fait, c'est des spectacles plutôt sympas et qui sont parfaitement adaptés aux enfants. Ma fille, à 20h30, de toute sa vie, maman, j'ai sommeil. Oui, chérie, mais là, il y a un spectacle. Non, non, maman, j'ai sommeil. Ok, on va se coucher. Bon, elle partait. Donc, bonsoir tout le monde. On venait juste de dîner, tu vois. Alors, j'ai bouquiné pendant une semaine. Et le dernier soir, c'était le spectacle des enfants. Donc, c'était son spectacle à elle. C'est-à-dire que c'était elle qui allait passer sur scène quand même. Hein. Maman, à 8h30, maman, j'ai sommeil. Non, mais là, Chloé, c'est toi qui vas sur scène. Là. On ne peut pas aller se coucher quand même. Et bien, je te jure, il a fallu que je la tienne. Mais vraiment, hein, on a fait le spectacle. Et quand ça a été fini, 3 minutes après, j'ai dit bonne nuit à tout le monde et on est parti se coucher. Et il n'y avait pas moyen. Ce n'était pas possible. Et bébé, petite, je ne pouvais pas faillir à son rythme parce que si je le faisais, c'était la catastrophe pour elle et pour moi. Bon, comme tu dis, tu t'adaptes, tu te lèves plus tôt, tu te couches plus tôt. Enfin bref, tu changes. Mais c'est à nous, en tant qu'adultes, de nous adapter. L'enfant ne doit pas s'adapter à nous. Et en fait, comme d'une certaine façon, l'enfant est en hyper-adaptation, parce qu'on lui demande de s'adapter en fait finalement au rythme des parents, c'est-à-dire au rythme de travail, voilà, d'aller faire les courses le samedi, de machin, qui ne sont pas forcément adaptés à lui. Mais en plus, il doit s'adapter quand il va à l'école. Il doit s'adapter à ce qu'on lui demande, lui, pendant la journée à l'école. De rester assis, de faire ce qu'on lui dit, etc. Donc finalement, on a des enfants qui sont en hyper-adaptation. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, mais à un moment donné, il faut aussi trouver un juste milieu, quoi. Aujourd'hui, l'enfance en général n'est pas forcément dans ses meilleurs, dans son plein potentiel. Enfin, en tout cas, moi, il me semble qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui sont en situation difficile, un peu à tous les âges d'ailleurs. Mais je trouve, tu vois, justement, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que j'accompagne des enfants quand même, hein, et je trouve que ce qui a changé, c'est que justement, on a beaucoup reporté l'éducation des enfants à l'école. C'est-à-dire que l'enseignement des valeurs, on les a reposés à l'école, dans le milieu social. Et le problème, c'est que les instituts ne sont pas là pour ça. Et elles ne sont pas là pour, en fait, enseigner des règles aux enfants, et des règles de base, hein, que ce soit de ne pas taper les copains, de ne pas machin, etc. Alors, elles sont là pour être vigilantes, bien sûr, hein, normalement, mais leur rôle premier, c'est d'enseigner ce qu'elles doivent leur enseigner, c'est-à-dire les apprentissages de l'école primaire, quoi. Et en fait, comme il y a moins d'autorité dans les familles, dans les maisons, et bien du coup, cette autorité doit être reportée à l'école. Et donc, les instituts, déjà, elles ont 35 gamins dans leur classe, donc voilà, il faut les gérer. Et en plus, elles doivent faire en fait de l'éducatif. Et c'est là où il y a un souci quand même. Donc bon, c'est un exemple, hein. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça et je ne suis pas en train de dire que c'est pour toutes les familles pareil, hein. Je ne vais pas généraliser. Mais moi, j'observe ça. Et d'ailleurs, tu vois, le fait que… Alors moi, je reçois des familles quand même, quand elles viennent, elles ont déjà fait une démarche hein, quand même. Hein. Donc voilà, j'ai quand même des enfants où les parents viennent et sont investis en général dans le bien-être de l'enfant quand même. Hein. Je veux dire qu'ils sont déjà passés par d'autres cheminements, d'autres… Pas forcément, mais en tout cas, ceux qui suivent, si tu veux, qui continuent à venir et qui font le boulot, etc., ils s'investissent, quoi. Donc, ils sont quand même à l'écoute aussi de ce qui est dit, etc. Moi, c'est vrai que je ne mâche pas mes mots, mais je suis quelqu'un où vraiment j'essaye de rester très, très vigilante pour que le parent ne se sente pas jugé. Mais il y a des moments… il y a des situations qui sont complexes et où l'enfant est aussi traité comme le problème alors que le problème ne vient pas de lui. Hein. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, dans le système éducatif, moi, j'ai des parents, je me souviens d'une maman où, justement, là, pour le coup, moi, j'avais trouvé que c'était beaucoup trop sévère par rapport à l'action, par rapport à l'âge de l'enfant, c'était disproportionné. Et là, en fait, on rentrait dans un rapport où l'enfant qui avait, je crois qu'il avait 4 ans, était considéré comme un enfant beaucoup plus grand
Et en fait, on doit adapter nos horaires, notre vie, notre façon de faire. Si moi, si je suis parent et que je passe toute ma soirée devant un jeu vidéo et que mon enfant le voit, qu'est-ce qu'on peut attendre de mon enfant? Il va vouloir faire pareil. Comment je lui explique que moi, oui, mais lui, non? Alors oui, moi, je suis l'adulte, mais en l'occurrence, c'est un jeu vidéo. Donc, je joue. Oui. OK? Donc, non, moi, j'ai le droit de jouer, mais pas toi. Et en plus, quand je fais ça, je ne joue pas avec mon enfant. Et l'enfant, il se construit aussi au travers du jeu. Et comme tu disais, oui, des fois, ça passe par, écoute, non, tu sais quoi, si elle fait une bêtise, c'est parce qu'elle s'ennuie. Et l'ennui, c'est bien. Mais c'est important de s'ennuyer. Il ne faut pas non plus toujours trouver des activités aux enfants. Il faut les laisser se débrouiller un peu tout seuls. Pas devant la télé, mais voilà. Mais il faut aussi partager des choses avec l'enfant. Quand je reçois des tout petits et que les parents me disent « Ah, mais ils cherchent à se mettre debout », je dis « Mais vous passez du temps au sol avec l'enfant ?» Toi, tu te souviens, on en avait discuté quand Maëlou, elle voulait absolument marcher et qu'elle n'avait pas fait de 4 pattes. Et pourtant, toi, vous passiez du temps au sol quand même. En plus, c'était pas, c'est pas comme si vous étiez à l'inciter à marcher. Mais il y a beaucoup de parents qui, comme ils sont, forcément, ils sont assis ou ils sont debout, l'enfant, il veut faire pareil. Il modélise. Donc, c'est vraiment... je regardais, je sais pas, une vidéo où la gamine marchait d'une certaine façon, etc. Et la maman se posait la question de savoir pourquoi elle faisait ça. Je suis sûre que la maman marche comme ça. C'est sûr. Sauf qu'elle ne s'est pas rendue compte. Mais la petite, elle a simplement modélisé, en fait. Donc, il y a des choses qui, c'est pas une bonne idée. Il ne faut pas qu'ils nous modélisent tout. Faire attention à ce qu'on fait en tant que parents, quand il y a les enfants. Il ne faut pas tout faire. Et ce qu'il y a, c'est que, moi, je le ressens à l'intérieur. Quand je sens que l'enfant, que mon enfant commence, ou même chez les autres, mais que l'enfant commence à avoir ce manque de cohérence autour de lui, je trouve qu'on peut le ressentir. On sent qu'il y a quelque chose là qu'il faut remettre en place. Mais peut-être comment amener les parents, comment les parents peuvent sentir ça? Est-ce qu'ils, je ne sais pas s'ils le. Alors, la cohérence, c'est déjà d'établir, c'est-à-dire que quand j'ai des règles, ok, il faut quand même, encore une fois, je parle de règles adaptées. Donc, c'est toute la difficulté, évidemment. Là, on ne va pas faire tout un panel d'âge, mais on va dire que jusqu'à de 1 an, enfin de 0 à 1 an, évidemment, ce n'est pas les mêmes règles que de 1 an à 3, et puis de 3, même de 3 à 5, tu vois, et puis de 5 à 7, etc. Tout ça, ça va changer. Mais il faut que mes règles soient claires. C'est-à-dire que moi, il faut que je sache que c'est pas OK ça, c'est pas OK ça. Et moi, je souhaite que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que je peux très bien dire, si j'ai 2 enfants, voilà, j'en ai un de 7, un de 3. OK, je peux considérer qu'à 7 ans, mon enfant, il est suffisamment grand pour venir donner un coup de main pour mettre le couvert. OK, donc, le grand de 7 ans, il va aller chercher les assiettes, etc. Si le petit a envie de participer, il a 3 ans. Mais s'il a envie, je vais lui donner une tâche qui est proportionnelle à son âge. Je vais lui faire porter les fourchettes. Voilà. Ou les couteaux ronds. Ou les serviettes. Je vais adapter. C'est ça, en fait, la cohérence. C'est d'essayer d'être cohérent et de se dire, voilà, le grand de 12 ans, lui, il est censé mettre le couvert. Normalement, je ne suis même pas censée lui dire. Ça devrait se faire de façon naturelle. J'ai dit ça devrait. OK, mais en tout cas, voilà. C'est ça aussi la cohérence, tu vois, c'est de savoir et d'établir et de dire, non, mais là, c'est plus OK, en fait. Ça, ce comportement, c'est plus OK. Comme un enfant qui aurait 7 ans et qui se comporterait comme un petit de 3 ans. Donc là, c'est pourquoi il se comporte comme ça? De quoi il a besoin? OK, mais certainement, en fait, c'est entre guillemets, une manipulation. À 7 ans, on manipule. Ça y est, c'est bon. Là, on sait faire. Une manipulation pour essayer d'attirer l'attention de papa ou de maman, et parce que j'ai envie de rester un bébé. OK, donc, c'est bien aussi d'expliquer à l'enfant, mais là, c'est fini, en fait. Tu vois, tu es toujours mon petit, il n'y a pas de souci, mais tu n'es plus un bébé. Donc, en fait, là, quand tu fais ça, c'est pas adapté à ton âge. Parce que tu vois, toi, tu veux faire du manège, machin, mais ça, c'est pour les grands. Mais si tu te comportes comme ça, du coup, on va aller au manège pour les tout petits. Et ça, tu veux pas. Et là, l'enfant, il réalise ce que ça peut vouloir dire aussi. Donc, c'est pas d'expliquer. Moi, quand un enfant, quand je dis non, ça peut être l'histoire de la chaise. Je dis pas non.
Je dis, j'explique ma peur. OK? Mais je ne vais pas expliquer tout le temps pourquoi je dis non. Non, mais là, tu vois, il ne faut pas faire comme ça parce que nanana. Non, c'est bon. Voilà. L'enfant Si n'est c'est pas logique, forcément. c'est dangereux, c'est dangereux. OK? Alors, c'est caca, il faut arrêter avec le c'est caca. Hein. Désolée, c'est pas caca. Le caca, c'est quelque chose de très spécial, voilà, qui sort du cucu. Et ça n'a rien à voir avec c'est sale. OK? C'est sale, ça ne se met pas à la bouche, c'est pas fait pour. Hein. C'est vraiment important. D'accord? Parce que le c'est caca, voilà. Encore une fois, on n'est pas, en tant que parent, là pour le coup, on bêtifie nos enfants en leur parlant comme ça. Et c'est surtout que, bah, du coup, ah, t'as fait caca. Ouais, enfin, donc, du coup, il y a des enfants, ils ne comprennent pas. Mais encore une fois, c'est d'être cohérent dans ma façon de m'exprimer, dans ce que j'attends de mon enfant, de lui dire clairement. Je n'ai pas dit que c'était facile. Hein. Pour moi, il y a un bouquin, c'est ma Bible. La Bible, c'est le bouquin que je recommande à tous les parents qui sont un peu dépassés et même à tous les parents qui rentrent, en fait, tu vois, bah, toi, par rapport à l'âge de ta fille, tu vois, c'est déjà des choses qui se mettent en place. Et c'est un bouquin de Claude Almos. Donc, Almos, ça s'écrit H-A-L-M-O-S. Et ça s'appelle L'autorité expliquée aux parents. Et ce livre, tu l'as lu? Je ne l'ai pas lu, mais je note. Voilà. Ce livre, pour moi, c'est un livre hyper accessible, qui n'est pas jugeant, qui permet vraiment de comprendre ce que ça veut dire mettre des limites, de quel est l'intérêt de mettre des limites, de l'impact que ça a sur la sécurité de l'enfant, de savoir que quand on lui dit non, il y a une barrière et que du coup, en fait, il n'y a pas de danger. Hein. C'est comme si votre enfant de 12 ans vous disait est-ce que je peux boire une bière? Bah non, en fait. Non, tu ne bois pas de bière. Si je dis en tant que parent, ouais, si, vas-y, il n'y a pas de limite. Si je le laisse boire une bière à 12 ans, Oui, sur un exemple comme ça, on voit plus concrètement, c'est s'il y a un ravin, par exemple, qu'on dit non à l'enfant, là, on sait qu'il va avoir un accident s'il tombe, donc c'est facile. Enfin, c'est plus facilement perceptible. oui, pardon. Mais dans le quotidien, finalement, c'est cette même sécurité, mais à une échelle différente, quoi. C'est ça. En fait, la sécurité, c'est pas juste la sécurité vis-à-vis du danger. La sécurité, c'est la confiance en soi. Aujourd'hui, j'ai reçu 2 enfants et il y en a un des 2 qui a son réflexe de Moro très actif et c'est un enfant qui vraiment se sent pas en confiance en lui. Hein, il n'a pas confiance et c'est un enfant qui, par exemple, dès qu'on lui dit quelque chose ou qu'on parle de lui, se sent attaqué. Il a l'impression qu'on dit du mal de lui. Mais tout bêtement, hein, vraiment des choses toutes simples. En l'aidant à vouloir formuler quelque chose, voilà, tout de suite, il va se sentir, on pourrait dire chez un adulte qu'il est susceptible. Et de l'autre côté, il y a un autre enfant qui, lui, a un réflexe de Moro qui est super intégré. Alors ça, c'est assez, j'allais dire que c'est assez exceptionnel. J'aime bien quand je vois ça parce que c'est quand même assez rare. Surtout les enfants qui viennent me voir, hein, en général, quand même, c'est que souvent, il y a des problèmes au niveau de la sécurité. Et là, pour le coup, bah, c'est un enfant qui est vachement sûr de lui. Mais alors, fou. Alors, ils n'ont pas du tout le même âge. Hein. Il y en a un qui a 11 ans et l'autre qui en a 6. Et en fait, si je reporte celui de 11 à 6 ans, il était pareil, hein, mais qu'aujourd'hui. Mais il y a vraiment cette différence. Donc la sécurité, en fait, ça vient aussi jouer sur la confiance en moi, sur ma façon d'envisager le monde en sécurité et de savoir que, en fait, bah, c'est bon, je vais pouvoir me protéger d'une certaine façon. Hein. Les réflexes archaïques, c'est ça, hein, c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, bah, tu vois, aujourd'hui, on travaille ton réflexe parce qu'en fait, toi, quand tu vois maman, moi ou n'importe quoi, c'est comme si on était des bêtes féroces qui allaient te sauter dessus. Mais en fait, on n'est pas féroce et on ne va pas te sauter dessus. Hein, c'est un peu le mécanisme de son cerveau. Donc, en travaillant sur son réflexe, en remettant de la sécurité, eh bien, il y aura moins ce sentiment d'agression vis-à-vis de ce qu'il peut rencontrer, des gens avec qui il peut être en interaction. Mais ça se joue aussi, c'est l'aîné, hein, parce que bah, finalement, c'est un enfant qui a peut-être eu moins de limites que la suivante, parce que bah, du coup, 2, c'est pas pareil que 1, hein, parce que 1, on peut dire oui, 2, ça devient un peu le bazar. Et qui s'est développé aussi
avec des parents qui ont beaucoup fait pour lui, qui ont beaucoup, qui n'ont pas laissé vivre ces expériences aussi, hein, et qui n'ont pas forcément laissé se confronter à la limite et de dire bah non. En fait, c'était oui. Et bah finalement, ça a développé une insécurité qui encore est très enfin, qui du coup est très pas encore, mais parce que c'est enfin encore, mais on travaille dessus, mais qui est très présente aujourd'hui. Et Donc, est-ce dis-moi. est-ce que ça peut amener ensuite, du coup, à des enfants aussi qui vont aller chercher la limite, bah, toujours, Plus même plus loin, tard, je veux dire, en plus loin. grandissant, Ouais, adolescents ou ouais, voilà, où ils vont aller pousser vers des extrêmes, tout à fait. dangereuses pour le coup parce Ouais, qu'ils ne ouais. pourront pas Ouais, alors on peut avoir vraiment les 2 trucs. C'est-à-dire que, et c'est super intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que pas de limite, effectivement, ça peut, encore une fois, il y a de la personnalité aussi là-dedans. Tout n'est pas, dû à l'éducation des parents. Il y a quand même quelque chose qui est aussi de l'ordre de la personnalité, mais la personnalité, elle se crée, à la petite enfance aussi quand même, hein. Mais effectivement, des personnes qui n'ont jamais eu de limite, donc du coup, bah, si eux, ils veulent tester, ils vont tester. Et puis des enfants qui ont eu trop de limites, c'est-à-dire on n'a pas su en fait laisser un peu de mou quand même, parce qu'il y a des âges où il faut laisser du mou, hein. Dès qu'on rentre à l'adolescence, il faut bien choisir son mou, hein. Mais il faut quand même laisser un peu de mou, hein, pour que l'enfant puisse quand même faire des expériences et du coup ne pas aller chercher vraiment l'expérience extrême. Même si de toute façon, à l'adolescence, on le sait bien, le but, c'est de faire exactement le contraire de ce que nos parents nous disent. Mais s'ils sentent qu'il y a des limites, ils iront moins loin. Je vais te donner un exemple très concret. Il n'y a pas longtemps, ma fille qui était anti-tabac, machin, etc., un jour, je découvre, bon, je pense qu'elle a un peu fait exprès, hein, que je découvre, que donc elle fume. Et là, en fait, j'ai pas pris le temps de réfléchir comment j'allais réagir parce que je m'y attendais tellement pas que j'ai réagi vraiment du fond de mon cœur. Et en fait, je suis passée par, en l'espace de quelques secondes, par des sentiments très, très contradictoires. J'étais déçue, j'étais affolée, j'avais peur, mais j'étais surtout très déçue. Il y avait vraiment quelque chose au fond de moi qui était vraiment de la déception. Déjà d'une, merde, qu'est-ce que j'ai raté, moi, en tant que parent. Et puis aussi de la déception par rapport aux valeurs de ma fille, où je me suis dit, bah merde, mais par rapport à ses valeurs, et donc celles que je lui ai transmises, en fait, hein, évidemment. Et, je n'ai pas super bien réagi, hein. Je n'ai pas réagi de façon très posée, je ne crois pas. Mais quand même, je ne suis pas partie non plus dans une colère noire. Simplement, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi tu fais ça? Mais je ne comprends pas. Enfin, voilà. Et puis, en fait, je crois que j'ai quand même, je suis partie en lui disant, écoute, voilà, moi, je ne comprends pas. Maintenant, c'est ton choix. Et en fait, je lui ai dit que pour moi, la limite, elle était dépassée, que c'était pas OK. Mais en même temps, elle était grande, hein, elle avait 17 ans, hein. Et en même temps, c'était son choix. Et le fait de lui laisser le choix, bah, je prenais un risque, hein. C'est qu'elle choisisse de continuer. Et ben, en fait, j'ai pas trop mal fait mon boulot apparemment, parce qu'elle a choisi d'arrêter. Bon, après, je pense qu'il y avait un peu de provocation à ce moment-là. Peut-être, j'en sais rien, j'ai pas analysé. Voilà, le sujet a été clos et c'était bien comme ça. Mais voilà, et en fait, c'est intéressant de voir quand même, tu vois, que c'est arrivé à un certain âge, on est dans l'élasticité. Mais que plus petit, c'est vraiment bien. Alors, je sais que c'est pas concret ce qu'on dit, mais les clés, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, voilà, cohérence. Si j'ai dit non, je maintiens mon non et je le change pas. Mais il faut que mon mari ou mon compagnon ou le papa ou la maman, peu importe qui soit avec moi, me suive là-dedans. Donc, si c'est un non qui engendre des conséquences, par exemple, je vais donner un exemple concret, un enfant qui ment. Tiens, ça c'est un truc qui parle beaucoup aux parents. Un enfant qui commence à mentir. Le mensonge peut apparaître à partir de 4-5 ans. D'accord. Il ne faut pas trop lui donner d'importance. Le mensonge, ça fait partie du test, hein. Je vais voir si je peux cacher quelque chose, etc. D'accord. Et donc, il ne faut pas non plus, dès la première fois, rentrer dans une grosse colère avec l'enfant, puisque ça fait partie aussi de son apprentissage. Mais c'est bien de lui expliquer.
ben voilà, quand tu mens, en fait, quand tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, eh bien, du coup, je perds la confiance en toi. Puis on peut faire une représentation avec un vase, avec la confiance. Donc, on met de la couleur rose, de la couleur rouge. Puis on dit, voilà, tu vois, ça, c'est toute la confiance que j'ai en toi. J'ai 100% de confiance. Mais quand je me rends compte que tu as menti, bah, j'ai des petits bouts de confiance qui s'en vont. Et puis, du coup, si tu mens beaucoup, bah, à un moment donné, j'ai plus confiance. Alors, je parle bien de confiance, hein, et pas d'amour, hein. On ne fait jamais de chantage à l'amour à un enfant, hein, c'est évident, hein. On ne lui dit jamais, si tu fais ça, quand tu fais ça, je ne t'aime pas. Non, jamais, hein. Mais ça, par exemple, ça va être important de lui expliquer l'histoire de la confiance. On peut aussi lui raconter l'histoire de Pierre et le loup parce qu'elle est là pour ça, hein. Pierre et le loup, c'est le petit garçon qui criait au loup, au loup, au loup. Et le jour où on l'a plus cru, eh ben, il s'est fait manger tout cru. Bon, on peut la raconter de façon un peu plus soft, mais dans l'idée, c'est ça aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va rester, parce que ça va rester longtemps dans l'esprit de l'enfant, cette histoire de confiance. Et du coup, quand un enfant nous dit quelque chose où il a fait une grosse bêtise, mais qui vient et qui nous le dit, il ben, faut être cohérent, hein. C'est-à-dire que vous préférez qu'il vous mente ou vous préférez qu'il vous dise la vérité? Ah ah. Oui. Et bien là, il faut accueillir l'information et déjà lui dire bah, écoute, je te remercie de me l'avoir dit, parce que c'est une belle preuve de confiance. Et comment tu crois que je vais réagir? Il vous le dit, c'est qu'il a fait une grosse bêtise. S'il vous le dit, c'est qu'il sait qu'il est emmerdé quand même, hein. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter. Là, par exemple, tu vois l'exemple de la cohérence ici? Ça parle mieux, ça? Ouais, ouais. Ouais. Et c'est vrai, je pense à quand j'avais dit à mon père, je sais pas, à 17 ans, peut-être un peu pareil, que je fumais de la chicha, enfin que j'avais, non, une fois fumé de la chicha, mais il avait assez mal réagi. Et après, je lui ai pas dit Ouais. d'autre chose, hein, C'est parce ça. que j'ai pas été accueillie dans ce que j'avais à déposer à ce moment-là. Moi, j'étais dans la découverte, voilà, de choses nouvelles que beaucoup de gens autour de moi faisaient. Et donc, voilà. Et ce que tu dis, c'est super important. Parce que, alors là, tu t'es déjà, tu vois, là, on passe sur un âge plus grand, mais c'est quand même intéressant parce que cette confiance, elle se construit tout petit. Si l'enfant vient me raconter des bêtises, même si c'est une toute petite bêtise, mais que je me mets dans une colère, voilà, dans une colère, c'est ça aussi la cohérence, c'est que des fois, faut évaluer si vraiment ma colère, elle est trop grande. Je peux peut-être revenir un peu en arrière. On va le dire juste après. Mais parce qu'il y a des fois, on va réagir sur le coup de la peur, hein. Mais il faut aussi comprendre que l'enfant, il va venir raconter sa bêtise. Si je ne sais pas l'entendre, et lui dire déjà de reconnaître en fait quelle est la démarche pour lui de venir me raconter sa bêtise. Si c'est pas un truc en mode provocation, hein, genre ah ben j'ai fait ça, bon c'est pas la même chose, hein, on est d'accord. Là on est sur maman j'ai cassé le vase de mamie, ok. Si je surréagis, je réagis mal, mon enfant viendra plus me raconter, voilà. Donc c'est un truc qu'on peut vraiment dire à l'enfant. Tu sais, quoi qu'il arrive, je préfère que tu me dises les choses plutôt que tu me mentes. Même si c'est une grosse bêtise, viens me le raconter. Et ça va créer un climat de confiance. Et ce qui s'est passé avec ton papa, c'est que déjà, certainement, bon, tu vois, tu as quand même essayé. Je pense qu'il y avait peut-être une petite provocation de ta part pour voir comment il allait réagir. Est-ce que je peux lui raconter quelque chose de plus? Eh ben non, je ne peux pas. Parce que, bah, voilà, si je lui raconte un truc plus grave, je vais me faire encore plus engueuler. Et tu fais partie de la génération des enfants qui avaient un peu peur de leurs parents quand même. Oui, je n'allais pas leur raconter trop de détails sur. Mais pour revenir sur l'enfant qui ment, voilà, il faut comprendre aussi que ça fait partie de l'apprentissage. Par contre, quand ça devient quelque chose où l'enfant ment et alors que voilà, vous êtes devant le fait accompli et qu'il continue à soutenir mordicus que c'est faux, que non, non, il n'a pas menti, etc., et que vous êtes sûr à 100%, hein, attention, hein, surtout dans les fratries, que c'est bien, voilà, que ce qui s'est passé, c'est bien en tout cas de sa responsabilité. Il arrive un moment, on peut le prendre à part et lui dire, écoute, ce qui est embêtant, c'est que tu ne veux pas reconnaître que tu as fait cette bêtise. Et du coup, je vais te punir pas pour la bêtise, mais pour le mensonge. Et là, il faut quand même rentrer, je suis désolée, mais la punition, elle est pas, il faut qu'elle soit proportionnée à l'enfant. Et la punition, c'est pas lui foutre une baffe, ça sert à rien. Même une fessée, ça sert à rien non plus. L'isoler dans sa chambre, dans une circonstance comme ça servira à rien. En revanche, il faut trouver quelque chose qui va quand même le toucher.
Donc, ça peut être faire une activité où il ne participera pas. Il ne faut pas que ce soit non plus un truc genre ils partent tous à Disneyland et puis pas moi, quoi. J'exagère, mais voilà. Mais voilà, il faut chercher la punition, il faut qu'elle soit en accord avec papa ou avec maman, il faut que tout le monde soit d'accord et il faut le prévenir, lui dire: «Bah, écoute, voilà, là, il va se passer ça. À tes actes, il y a une conséquence». Et je pense que c'est important, vraiment, d'enseigner à nos enfants que nos actes ont des conséquences. Eh oui. Que quand je fais quelque chose de, on va dire, de pas bien, alors la valeur du bien, du mal, hein, chacun la mettra où il veut, mais en tout cas dans les valeurs que moi je prône, et ben, c'est pas bien, heu, et bien, il y a une conséquence et il va falloir faire réparation. Quand, un enfant a frappé un autre enfant, alors il faut dans ces cas-là, il faut aussi quand même chercher un petit peu ce qui s'est passé, hein, parce qu'il y a des enfants qui frappent parce qu'ils ont été agressés. Donc c'est difficile de demander à un enfant qui a été, qui a frappé, alors qu'il a été agressé, de dire pardon parce qu'il a frappé, hein. C'est pas évident. Mais en même temps, sa réponse n'est pas adaptée. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Donc il faut aussi lui expliquer et c'est tout ça la cohérence et c'est du temps et c'est de la et oui et c'est de la réflexion et je dois réfléchir et comment je vais agir par rapport à ça? Et qu'est-ce que je fais? Et comment je le punis? Et sur quoi? Vous avez des enfants qui fonctionnent à la punition et il y a des enfants qui fonctionnent à la carotte. Quand ils fonctionnent à aucun des 2, c'est compliqué parce qu'il y en a. Mmh mh. Il y en a qui en ont mais alors rien à faire et là, c'est plus difficile. On Mais peut se quand faire on accompagner. ouais, dans ces cas-là, il faut aller, ouais, parce que ça veut dire quand même qu'il y a un petit souci, et qu'effectivement, on n'a plus de prise, sur son enfant et on peut vite tomber, aujourd'hui, on les appelle les enfants tyranniques, hein, quand même, hein, qui frappent leurs parents, qui, ça existe, hein. C'est pas c'est une réalité aussi, hein. On n'est pas que dans le monde des bisounours, hein, chez les enfants, hein. Mais tout ça, ça demande vraiment aux parents, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, de s'investir à fond, quoi. Dès qu'on voit qu'il y a de l'incohérence dans le quotidien, dans ce qu'on attend, dans ce qu'on aimerait vivre, si on voit qu'on n'est pas en adéquation, alors Ouais. de s'emparer des choses, quoi. Ouais, il faut s'arrêter, il faut analyser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a raté là depuis 2 jours là, que c'est le bazar, que il faut essayer de ne pas attendre que ça s'installe, hein, un comportement nouveau, chez un enfant. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a changé? Pour essayer de lui amener, la réponse adéquate. Et encore une fois, ça peut être juste que: «Ah bah là, sur ce coup-là, on est peut-être un peu trop rigide, il faudra peut-être qu'on lâche un peu de lest». Et on le fait, hein. Et c'est vrai que des fois, ça permet aussi, hein, que l'enfant sente aussi que de temps en temps, quand même, il y a un petit peu de lest, qu'il peut faire un petit peu plus. C'est important. C'est un peu, c'est en espagnol, on tira y afloja. C'est quand on tire et on lâche la corde. Tu sais, quand on tire la corde des 2 côtés, hein, de temps en temps, il faut savoir lâcher, pour pouvoir la tirer plus fort. Ben, c'est un peu pareil. Avec les enfants, de temps en temps, il faut savoir aussi un peu lâcher du lest en disant: «Bah, tiens, sur ce coup-là, on va voir et puis de revenir, et cetera». C'est subtil, c'est compliqué, c'est un métier. Parent, c'est un boulot à part entière. Je veux dire, c'est pas, c'est faire des enfants, c'est super facile. Mais les élever, c'est pour la vie Et et c'est surtout, super important. ça vient impacter le quotidien. Enfin, ça vient de nous. Enfin, pourquoi s'emparer de tout ça? C'est aussi pour nous-mêmes, en fait. C'est qu'on peut pas vivre au quotidien avec des choses des enfants qui nous parasitent tout le temps, qui sont hyper envahissants, enfin voilà, c'est agréable de vivre en harmonie tous ensemble dans notre famille. C'est ça, Et c'est-à-dire que oui, vas-y, pardon. avant qu'on finisse dans quelques minutes, on voulait aussi parler des parents qui sont soit parce que être parent, être cohérent à deux, c'est pas forcément facile, et être cohérent à deux parents qui sont plus ensemble ou qui sont en cours Ouais, de séparation, etc., c'est ouais. encore Alors ouais, ouais, et on vit aujourd'hui avec beaucoup d'enfants qui sont en garde alternée, donc avec 2 systèmes, éducatifs différents. Donc en fait, il faut soit avoir soi-même, c'est-à-dire que maman ou papa, avoir son mode éducatif et s'y tenir. Et ne jamais rentrer dans ce qu'on appelle, l'aliénation parentale, c'est-à-dire de ne jamais critiquer la façon de faire de l'autre. C'est comme ça, on ne peut pas intervenir,
ou alors on récupère la garde complète. Mais sinon, il faut laisser faire l'autre parent. Donc, si l'enfant n'est pas en danger, il faut aussi accepter que l'enfant vivra d'autres choses chez l'autre parent. Là, on ne peut pas être cohérent, en tout cas entre nous, hein, entre parents et voilà. Mais par contre, on doit être vachement cohérent, justement, encore plus dans sa façon de faire quand l'enfant est avec nous. L'enfant va s'adapter, c'est pas évident. Je vous redonne une anecdote. Ma fille revient de garde alternée. Moi, j'ai fait une garde alternée. C'est un autre débat. À refaire, peut-être que je ne referai pas, sûrement d'ailleurs. Mais elle revient un jour et elle me dit « Oh maman, c'est trop compliqué parce que chez toi, j'ai le droit de péter et j'ai pas le droit chez papa. Mais chez papa, j'ai le droit de roter et chez toi, j'ai pas le droit. » Et en fait, là, on voyait bien que voilà, il y avait deux façons de faire complètement différentes, hein, sur le sujet. Très, excusez-moi, très scatologique. Mais voilà, et ben, je lui dis « Bah oui, mais c'est comme ça. » Et ben, elle a appris avec ça. Et je suis toujours, c'est pas parce que c'était autorisé chez papa, comme les chewing-gums étaient autorisés, chez moi, ça l'était pas. Voilà, c'était comme ça. Et quand elle me disait chez papa, j'ai le droit, bah, tu feras chez papa. Voilà. Mais c'est vrai que ça complique encore plus, effectivement, la donne, hein. Et attention à l'aliénation parentale, hein, c'est-à-dire à la critique de l'autre, etc. Non, on ne fait pas ça, surtout avec les petits. Ils ont besoin de construire leur vision de leurs parents, ils apprendront qui ils sont. Et nous, en tant qu'adultes, on n'a que notre vision de couple ou de couple séparé. Et ce n'est pas la même chose. Il y a des papas qui se révèlent, hein, dans la garde partagée, hein. Il y a des papas qui vraiment, du coup, investissent leur rôle de papa parce que, avant, ils n'en prenaient pas la peine ou pour d'autres raisons. Donc, ça peut aussi avoir du positif, sachant que la garde alternée se fait est correcte quand les parents s'entendent bien. Sinon, ce n'est pas une bonne idée du tout. Voilà. Ça arrange les parents, mais pas du tout les enfants. Et juste un truc, si tu veux bien, Margot. Tu disais, ça remet en question notre façon d'être en tant qu'adultes, hein. Les enfants voilà, ont aussi un effet miroir, nous ramènent à notre propre vécu. On peut avoir des idées très, voilà, moi je veux pas que ça, je veux pas que ça se passe comme ça, je veux pas faire comme ça, etc., etc. Et puis, on fait aussi avec les enfants qu'on a. Mais c'est important de bien dissocier notre émotion de celle de l'enfant, et de ne pas plasmer nos émotions. C'est quelque chose que je vois trop souvent, où j'entends trop, il fait comme ça parce qu'il est sensible, parce qu'il est timide, parce que machin, parce que non, ça c'est ma compréhension à moi en tant qu'adulte. Et il fait ça parce qu'il a peur. Non, il fait pas ça parce qu'il a peur. Ou alors s'il a peur, mais là c'est la peur de quoi en fait? Et puis, est-ce que, encore une fois, cette histoire de chaise qui se balance, c'est ma peur. Donc elle m'appartient. Donc je ne vais pas la coller à mon enfant. Ça aussi, c'est être super cohérent. C'est difficile, hein. C'est un travail de remise en question. La question de la peur, elle est hyper importante aussi, hein, parce que, enfin, moi, je le vois, on a une éducation quand même assez, on est assez serein avec mon compagnon, donc vis-à-vis de Maëlou dans ses déplacements physiques notamment. Donc, par exemple, si on va au marché, nous, donc elle a 16 mois, elle se déplace dans le marché, elle se promène, quoi. Il y a à peu près tout le monde qui la regarde en mode, c'est qui cette gamine, elle est à qui, ils sont où les parents et tout. Et nous, on la regarde, bien sûr, on n'est pas loin, mais on la laisse aussi faire son truc. Et en fait, les gens parfois même nous engueulent. On se fait engueuler parce qu'on la laisse marcher toute seule. Bon, nous, on est contents, mais voilà. Et là, c'est vraiment leur peur, en fait. Et moi, ils viennent me dire leur peur. Mais enfin, voilà, sur le coup, c'est vrai que c'est pas très. Ils viennent m'engueuler en fait, et ça c'est le problème. Ils peuvent me dire qu'ils ont peur, ça ok, mais pour le coup il y a aussi ce truc de nous venir voir, est-ce que c'est une peur, est-ce que c'est une limite de sécurité vraie, et être juste avec soi-même intérieurement. Est-ce que c'est ma peur, ou est-ce que c'est vraiment que là elle va sauter par-dessus le balcon, donc forcément oui, il vaut mieux l'arrêter. Oui, c'est ça. Et puis là, on évoque un phénomène de société où les gens ne sont pas connectés à leurs émotions. Donc en fait, ils sont juste dans la réaction. Ils ne sont pas dans ce qu'ils ressentent, en disant, on pourrait dire, moi je ne le ferai pas comme ça. Tu as le droit, tu fais bien comme tu veux en fait. Chacun élève ses enfants comme il veut. À partir du moment effectivement où ça ne fait pas des enfants, effectivement, comme tu disais, qui courent dans tous les sens et qui viennent hurler,
dans le magasin, enfin, tu as des enfants, tu dis, mais non. Mais d'un autre côté, moi, je dis, mais ils n'ont rien à faire là. Donc, je les comprends, les gamins. Hein. Je me dis, mais en fait, je compatis avec les parents, mais j'ai envie d'aller leur dire, mais faites vos courses sans, vous verrez, c'est vachement plus rapide. mais voilà, après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je ne juge pas un enfant qui se met à hurler dans un magasin. Je ne juge pas ni les parents ni l'enfant, parce que je peux comprendre sa frustration. Mais c'est vrai que oui, alors on veut une pédagogie laxiste et en même temps on veut des enfants bien élevés. Il faudrait savoir ce qu'on veut. Hein. C'est pas possible en fait. On peut avoir une pédagogie bienveillante, à l'écoute, mais en même temps quand même respectueuse de l'adulte et puis de l'environnement, avec de l'autorité. Et encore une fois, l'autorité, c'est pas la sévérité, c'est juste le cadre. Voilà. Là, tu peux aller. Non, là, tu peux pas. Voilà. C'est un vaste débat. Je pense qu'une heure, c'était trop court. Il m'en faudrait 2 heures de plus. Ben, ça pourra se refaire. Je suis sûre que tu nous feras d'autres vidéos sur ces sujets. D'ailleurs, tu as une page YouTube où tu les partages, non Oui, je fais en fait souvent, comme tu disais, comme je reçois beaucoup en cabinet, j'ai des sujets comme ça où je me dis ah tiens, je vais faire une vidéo là-dessus. Et effectivement, c'est toujours très très spontané, un peu comme ce soir, hein, parce que c'était pas vraiment préparé tout ça. J'avais pris quelques notes histoire de pas oublier vraiment les choses essentielles que je voulais dire. Mais oui, où j'aborde certains sujets comme voilà, je voyais l'autre jour, j'en avais fait une sur mon enfant tape ou mon enfant mort, ou je sais plus ce que j'avais fait. Mais oui, effectivement, sur des sujets comme ça. Après, j'essaye d'être généraliste, mais le mieux quand vraiment on est en problématique relationnelle avec son enfant, pour moi, c'est pas une histoire que l'enfant a un problème. C'est qu'il y a vraiment quelque chose dans le système. Et donc, faut analyser le système et il faut voir quelle est en fait la problématique pour pouvoir aider les parents, l'enfant et que tout le monde soit mieux. Je reviens à l'exemple de Super Nanny, je m'excuse, mais voilà, mais c'est ça en fait. Elle réparait le système et elle était dans le système. Parfois, moi, je ressens de la frustration parce qu'on m'amène l'enfant et c'est un peu comme si on me disait, voilà, le problème, il est chez lui, faut le résoudre. Ouais, mais des fois, j'analyse et je vois bien qu'il y a d'autres choses qui se jouent et que j'ai pas tous les éléments. Hein. Donc voilà, c'est difficile d'être généraliste. J'espère quand même qu'on a pu expliquer ce que ça voulait dire être cohérent, d'être aligné aussi dans son. Je pense que quand même il y a une idée qui se dégage. Bon, ça va alors. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi, c'était un plaisir, Margot. Super de te voir et d'échanger sur ce sujet que, ben voilà, nous, c'est vrai que tu nous as aussi, vu que je te connais depuis avant qu'on ait eu notre fille, ben, tu m'as aussi, voilà, amené des réflexions hyper intéressantes et qui nous aident encore aujourd'hui. Maintenant, je vais travailler le non. Voilà. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est déjà, est-ce que toi, tu sais dire non dans la vie? Du travail. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, les enfants, ils viennent nous chercher là où on n'est pas bon. Ouais. Mais c'est ça qui est génial, c'est que si on s'empare de la question, après, on devient très, très bon. C'est ça, exactement. Ils viennent toucher toutes nos faiblesses. Ouais. Bon, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi et qui regarderont en replay aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions si vous en avez. Sophie vous répondra, je pense, avec grand plaisir. Par petit message ou par vidéo qui raconteront des anecdotes passionnantes. Et puis voilà, à la semaine prochaine pour le prochain live avec Angélique Bonal qui viendra nous parler de son trousseau angélique. Bisous Pénélope, elle regardera en replay. Elle nous dit super. Merci Pénélope. Voilà. Et ben bonne soirée à tous et puis à mercredi prochain.